Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. École, pas école, Covid, pas Covid. En tout cas, là, c'est un vrai casse-tête chinois pour le rectorat, pour les parents et bien sûr tous ceux qui tournent autour de la vie éducative, la vie scolaire et la vie éducative. On va en parler dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, nous recevons Daniel Amouni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. C'est cela. Alors, on vous a pas posé la question, je ne vais pas tourner autour du pot. Quand vous regardez aujourd'hui cette rentrée, quelle est votre première impression ? La première impression, c'est que cette rentrée, de notre point de vue, n'a pas été suffisamment anticipée la reprise de l'épidémie. Pas anticipé. Est-ce que, allez, on va essayer quand même d'être honnête jusqu'au bout. Est-ce que le rectorat avait les moyens de connaître ce qui allait se passer ? Le rectorat seul, non. Oui. Mais l'ensemble des, je dirais, les autorités, que ce soit au niveau donc du gouvernement, du préfet, de l'ARS, donc tout le monde ensemble, qu'on aurait dû peut-être avoir une plus grande concertation, une plus grande anticipation, parce que effectivement, il y a 15 jours de cela, encore ou 3 semaines, la situation était à peu près normale, mais l'épisode de Covid est en train de s'accélérer, c'est fortement accéléré ces derniers temps, et oui, c'était pas évident d'anticiper, mais au-delà de cette anticipation, nous, ce que nous regrettons, c'est que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir à une nouvelle organisation de l'école, justement pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on voit que ça fait 2 ou 3 semaines donc que la situation s'est dégradée, et on a vu avec cette rentrée, donc à Saint-Denis, il y a 25. Ah, ça a augmenté ? C'était 23, d'accord, 25 écoles qui vont repousser la rentrée à minima le 7 septembre. On voit par ailleurs, on voit à Saint-Benoît, que vous connaissez bien, oui. À Saint-Joseph, le maire a essayé de peser pour faire fermer le lycée, Pierre Poivre. On voit que à La Réunion, je crois qu'il y a 13 communes, je crois, qui sont concernées par une rentrée perturbée. Ça fait quand même pas mal d'hésitation. Et là, qu'est-ce que vous avez à dire au rectorat et au gouvernement ? Je pense qu'il faut revoir le protocole. Ce protocole qui a été allégé, a été à mon sens trop allégé. Et notamment, il faut remettre en place une obligation de septaine, une obligation de quatorzaine éventuellement lorsque cela s'avère nécessaire. Mais en tout cas, un contrôle avec des tests pour ceux qui doivent aller à l'école notamment. Et dès lors qu'on a des cas de contamination, il ne faut pas hésiter, même si ce n'est pas ce que nous souhaitons, même si c'est pénalisant, mais je pense que la santé de nos enfants passe avant toute chose et qu'il ne faut pas hésiter à fermer une école ou un collège ou un lycée lorsque la situation est encore sous contrôle, parce que le risque que l'on a, c'est d'en perdre le contrôle. Et on voit aujourd'hui que le Covid qui s'accélère. Aujourd'hui encore, on a appris donc il y a des cas dans quasiment tous les lycées de Saint-Benoît. 3 lycées sur 4. Il y a un collège dans lequel j'ai connaissance. Il y a eu l'école Émilie Moreau la semaine dernière. Et je ne parle que de Saint-Benoît. Il y a eu un cas aussi sur Paul Moreau à Bras-Panon, sur Jean Englo, sur donc les Jean lycées. Englo, c'est au port. Au port, donc sur un certain nombre d'établissements, donc ça se développe malheureusement, et aujourd'hui, bien sûr que les autorités sanitaires prennent les mesures, mais les parents d'élèves ont le sentiment que ce n'est pas fait de manière assez. C'est pas transparent. C'est pas transparent d'une part, parce que ce matin, par exemple, il y a des parents du collège Bassin Bleu qui sont allés protester. Au niveau du collège, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Ça a été pareil à Redley, à Saint-Denis. Tout à fait. On a vu. Qu'est-ce qui explique que les responsables d'établissements scolaires préfèrent minimiser ou garder l'information plutôt que de la divulguer ? On sait très bien qu'une information qui est cachée va générer beaucoup de beaucoup de rumeurs, de suspicions. Et ça, apparemment,
ça ne porte pas ses fruits auprès des autorités. Écoutez, moi, personnellement, je comprends pas trop. Alors, il est vrai que les chefs d'établissement, ils reçoivent aussi des directives au niveau du rectorat, qui lui-même reçoit des informations auprès de l'ARS, notamment sur les procédures à mettre en place et sur les préconisations. J'entends bien qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de dénoncer un tel ou un tel. Déjà qu'il y en a qui sont pas très malins, qui vont s'exposer sur Facebook en disant j'ai le Covid, je suis positif, comme si c'était un trophée. Non, il y en a qui le disent pour faire savoir à leur entourage, à leur environnement. Il y a ça. Comme ce pharmacien à la. Oui, non, je ne parlais pas de ce cas-là. Voilà. Non, je préfère bien parce sûr. Il y a ceux qui le disent pour prévenir leurs proches. J'ai pas de souci avec ça, mais vous avez quand même eu sur Facebook ou un enfant qui s'est donc quelque part glorifié d'avoir eu le Covid comme si c'était un trophée. Donc il faut aussi qu'il prenne conscience que c'est pas un jeu. Je crois que lui, c'est ce qu'il faisait, c'est que il partira pas à l'école. Je pense que c'est ça le trophée. Oui, peut-être, mais justement, donc c'est pas un jeu. Donc il faut rappeler quand même que c'est la santé, c'est leur santé qui est en jeu et que il faut prendre les choses de manière sérieuse. Ça reste des ados, nous sommes bien d'accord, mais en même temps, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc le fait que pour nous, il ne s'agit pas de dire c'est un tel ou un tel, mais qu'on donne l'information, qu'on soit transparent avec les parents pour qu'ils sachent qu'effectivement, il y a eu un cas, que toutes les mesures ont été prises, qu'on rassure les parents, parce qu'aujourd'hui, les parents sont inquiets, et ils sont tellement inquiets que certains refusent aujourd'hui d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui pose problème, puisque là, nous avons affaire donc à de l'absentéisme, et vous avez parfois, selon les dires de certains enseignants avec qui j'ai discuté, ils se retrouvent avec, lorsqu'il y a un cas qui est déclaré dans l'établissement, le lendemain, ils se retrouvent avec 8-10 élèves sur par rapport donc à une classe habituelle. Donc, ce qui pose un problème d'organisation du présentiel, du distanciel, parce que si le prof est en classe, il peut pas faire du distanciel. Donc, du coup, c'est pénalisant pour tout le monde. Et il faut qu'on arrive donc et c'est ce qu'on a dit à madame la rectrice lorsque nous l'avons rencontrée, de la transparence, de l'information et rassurer les parents sur les procédures. Et le fait, effectivement, que tout soit un petit peu opaque, eh ben, ça entraîne ce que vous disiez, les rumeurs, la suspicion, la crainte, les angoisses des parents et donc des réactions qui parfois sont peut-être exagérées parce qu'on n'a pas les informations. Je crois qu'il y a aussi quelque chose que les autorités doivent prendre en compte, c'est que les parents sont dans un stress permanent aujourd'hui avec ce virus qui est présent. Beaucoup ne savent plus vers qui se tourner, comment faire, et que c'est la vie. Pour ces parents-là, la vie de leur enfant est en danger. Les envoyer à l'école, c'est les envoyer peut-être à la contamination. Oui, mais ce n'est pas que la vie de leurs enfants. Moi, j'ai des parents qui me disent j'ai des grands-parents, j'ai mes parents qui sont âgés. Donc, si ma fille a été contaminée, donc déjà c'est déjà grave, mais si en plus on n'est pas au courant et qu'elle me recontamine, alors que je suis peut-être à risque moi-même, mais en tout cas j'ai mes parents qui sont âgés, qui posent problématique. Donc, il y a tout ça. En fin de compte, c'est toute une chaîne qui fait que les parents s'angoissent effectivement parce que ils ne sont pas, on les rassure pas sur le fait que de cette déclaration positive d'un ou de plusieurs enfants, est-ce que leur enfant est en contact avec, est-ce qu'ils ont été contactés pour faire des tests, ce qu'on appelle les cas contacts, etc. Donc il n'y a aucune information qui est donnée aux parents, en tout cas pas suffisamment, et c'est ce que nous avons dit à la rectrice, il faut plus de transparence pour rassurer les parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Je crois qu'il faut quand même rendre cette justice. C'est que les parents sont dans un stress énorme. Entre la peur, l'angoisse, le stress de la situation, c'est beaucoup à porter. Et il faudrait qu'on arrive à trouver des réponses pour essayer au moins de faire tomber un petit peu, de faire baisser ce stress qui actuellement continue à monter. Oui, en plus vient se rajouter sur ce stress-là, le stress souvent par rapport au travail. Parce que vous avez des familles qui sont dans des situations qui peuvent être, en fonction de la situation de leur entreprise, qui est fragilisée, qui va peut-être fermer, pas fermer. Ouais. Donc c'est un tout, effectivement, mais c'est un problème qui est global, qui touche l'école aujourd'hui, mais qui concerne toute notre société, toute notre économie. Et bien évidemment, il y a le côté économique aussi qui rentre en jeu. Tout ça fait que, oui, les parents sont stressés et quelque part, on ne les rassure pas. Et il faudrait peut-être
envisager de mettre en place des cellules d'écoute. Je ne sais pas. En tout cas, accompagner les parents. Il y a des assistantes sociales. Enfin, il y a des psychologues dans les établissements. Il faudrait que les parents puissent avoir accès peut-être à ces personnes-là pour pouvoir discuter de leur situation personnelle. Vous êtes donc président de la fédération de la FCPE, la fédération donc des conseils des parents d'élèves de La Réunion. Est-ce que les parents vont avoir, avoir cette humilité de dire j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin qu'on m'entende, j'ai besoin d'exprimer ce stress, ce mal-être que j'ai actuellement. Est-ce que ça, les parents vont le faire de manière, sereine? Pas forcément. Alors, il y a des parents qui nous appellent, pour dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, pour dire leurs angoisses, leurs frustrations de ne pas être suffisamment informés, de leur colère. Donc quelque part, aujourd'hui, quand les parents m'appellent, moi ou un des responsables de la FCPE ou un représentant de parents d'élèves, on joue un peu ce rôle aujourd'hui quelque part. Et et quelque part, c'est ce qui manque justement pour que nous on puisse ensuite orienter ces personnes-là vers les bonnes, les professionnels, les bons professionnels. Qui vont pouvoir gérer ça. Et voilà, parce que vous avez effectivement des parents qui ne vont pas oser appeler, d'autres qui vont appeler, mais si déjà on ne sait pas vers qui les envoyer, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Non seulement c'est plus compliqué, mais surtout, vous n'avez pas les éléments de réponse. Non. Vous ne pouvez pas, même si vous, quels que soient les éléments que vous allez faire, c'est difficile de répondre à leurs questions parce que la réponse ne dépend pas de vous, mais de l'éducation nationale. Tout à fait. La réponse ne dépend pas de nous. Nous sommes en liaison avec le rectorat régulièrement, donc nous pouvons faire remonter aussi un certain nombre de situations. Et ce que nous attendons du rectorat notamment, puisque Madame la rectrice, quand elle nous a reçus, donc ça fait quand même 2 fois que nous avons eu une réunion avec elle, et donc il est prévu qu'on se voit régulièrement, au moins une fois par semaine, elle souhaite que nous travaillions ensemble, qu'on puisse apporter justement les réponses. Et ce que nous disons, c'est ce que nous attendons, c'est que effectivement que le rectorat nous communique vers nous donc les informations qui soient beaucoup plus transparents pour que nous puissions aussi informer, donc jouer notre rôle de parents d'élèves. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons avec les informations que l'on a, que l'on recueille à droite, à gauche, les discussions qu'on a pu avoir, mais ce n'est pas suffisant. La question est là aussi, est-ce que les chefs d'établissement ont envie de faire savoir tout ce qui se passe chez eux, s'il y a un cas, s'il y a une négligence, s'il y a quelqu'un qui a fait une erreur? Parfois, on essaye aussi de protéger certaines personnes parce que parfois, ils sont dans le stress, ils ont des soucis. On essaye c'est humain. Et c'est là que naît aussi des malentendus et des rumeurs. Oui, justement, après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est préférable parce que de toute façon, lorsqu'il y a un cas qui s'avère positif, ça se sait. La ARS communique dessus. On est au courant dans tel ou tel établissement, il y a eu un cas. Nous, la question des parents, c'est pas de savoir à qui la faute. C'est pas ça là, le problème. On est dans une circonstance où de crise sanitaire où on peut être contaminé à tout moment. Donc c'est pas tant de savoir qui a fauté, qui n'a pas fauté. Est-ce que ça, éventuellement, on aura le temps de rechercher les coupables, éventuellement si coupable il y a par la suite. Mais ce qui est important avant tout, c'est de pouvoir communiquer aux parents, me dire attention, dans l'établissement, il y a eu un cas, 2 cas, 3 cas. Voilà ce que la RS préconise. Voilà ce que nous faisons. Aujourd'hui, quand je vois le lycée Amiral Bouvet qui envoie par pronote une information aux élèves, aux parents pour leur dire qu'il y a un enfant de première générale qui a été déclaré positif. Et donc, on demande à tous les élèves de première de rester chez eux et qu'ils recevront les instructions. C'est déjà une bonne chose. Mais donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire pour les autres. Voilà. Après, on peut se poser la question de pourquoi uniquement les premières. Parce que je pense pas que les premières soient les seules dans l'établissement, enfin qu'ils ne communiquent pas avec les élèves de seconde ou de terminale. Maintenant, si on a bien identifié et qu'on a bien isolé le groupe, pourquoi pas? Mais voilà, il y a quand même des interrogations. Mais déjà, le fait de le dire et de demander aux élèves de première de rester chez eux, c'est ce que demandent les parents. Ils ont été informés, il y a une décision qui a été prise, on applique. Et on attend la procédure. C'est pas très compliqué à faire. Oui. En théorie, c'est vrai. Mais dans la réalité, apparemment, c'est un peu plus complexe. C'est beaucoup plus, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous, la FCPE, qu'est-ce que vous, parents d'élèves,
vous voulez amener à ce débat, vous voulez proposer, vous voulez faire en sorte que demain, vous avez ce rôle-là, déjà, de parents d'élèves, ce sont vos enfants, c'est vous qui en êtes les responsables. À quel moment vous allez décider de dire, vous vous conformez aux décisions du rectorat, et à quel moment, comme le fait actuellement un certain nombre de parents, vous décidez de ne pas ou de ne plus envoyer votre enfant à l'école? Pardon. C'est une question qui est assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Je pense que quel que soit le parent, quel que soit l'enseignant, quel que soit le personne du rectorat et notamment la rectrice, nous avons tous, et les maires notamment, nous avons tous une seule obsession. C'est la sécurité des enfants, c'est que nos enfants puissent aller à l'école, parce que aujourd'hui, il faut quand même qu'ils aillent à l'école. Donc, c'est de faire en sorte que les enfants soient en sécurité et qu'ils puissent suivre une scolarité normale. C'est la volonté de tout le monde, y compris les parents qui aujourd'hui ne veulent pas mettre leur enfant à l'école. Mais il faut justement qu'on apporte les bonnes réponses à ces parents qui sont inquiets. Il faut qu'on s'organise. Et donc, la situation actuelle, nous l'avons dit déjà, que si la situation, nous on est pour le retour, donc la rentrée qui a eu lieu, mais si la situation s'aggrave comme elle est en train de s'aggraver, il va falloir peut-être revoir et reconsidérer ce protocole d'une part, et peut-être faire une pause au niveau des écoles, parce que le fait que vous avez des enfants qui soient à l'école, d'autres qui ne soient à domicile, on est aussi en train de creuser les inégalités entre les lycées, les établissements de manière générale, mais aussi entre les enfants. Quand vous avez une classe de première qui n'a pas cours, l'autre classe qui a cours, on accumule du retard. Donc c'est très très compliqué. Et si la situation venait donc à continuer à s'empirer, je pense qu'à un moment donné, il faudra appuyer sur le bouton stop et qu'on se mette en place une véritable organisation, ce que nous avons demandé depuis le mois de mai de l'année dernière, parce qu'aujourd'hui, on a le Covid qui est là, on a cette situation qui se dégrade, mais on continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas de Covid. On continue à fonctionner avec les moyens et l'organisation d'avant Covid, alors que le ministre, le président avait dit qu'il y aura un avant et un après. Et aujourd'hui, on ne voit pas l'après. On est dans la même organisation, donc ça ne peut pas fonctionner à un moment donné. Il faut qu'on arrive à mettre en place une nouvelle organisation, d'autant plus que l'épidémie est en train de reprendre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a pas d'épidémie, justement. Étant donné qu'on n'a pas... moi, par exemple, je prends un exemple. Pendant le déconfinement, on avait mis en place une organisation où les élèves restaient dans les classes et c'était les enseignants qui se déplacent. Aujourd'hui, on est revenu au système normal, où les élèves se baladent de classe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le principe des élèves qui restent en classe? Ce sont les enseignants qui se déplacent, hormis bien sûr les classes de TP, on est bien d'accord. Mais pour les matières générales, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ça en place? Donc c'est de ça que l'on parle quand on parle de nouvelle organisation. Revoir les emplois du temps, revoir l'organisation de l'école, revoir la composition des classes. C'est tout ça auquel on aurait dû réfléchir et qu'on doit aujourd'hui réfléchir, parce que le Covid il est là pour longtemps. Et donc on ne va pas s'amuser à chaque fois à fermer, ouvrir. C'est pas ça le but. C'est d'arriver à pouvoir vivre avec et avoir une scolarité normale, donc une organisation différente. Vous avez proposé ça à la rectrice? Nous l'avions proposé depuis le mois de mai, donc au rectorat, donc avec l'ancien recteur, mais il y a une continuité des services publics normalement qui doit se faire. Mais s'il faut remettre ça sur le tapis à nouveau avec la rectrice, nous le ferons. D'accord. Et on l'a déjà fait. D'accord. Alors en très peu de temps, il nous reste 1 minute et demie à peu près, quelles vont être les actions que la FCPE va mener quelles sont les actions que la FCPE va mener donc dans les jours et les semaines à venir? Alors déjà, il faut savoir que la FCPE, elle est sur plusieurs fronts. Parce qu'on parle du Covid, mais il y a la rentrée en elle-même. C'est-à-dire, il y a toute l'organisation des manuels scolaires, des fournitures scolaires que l'on a pour nos adhérents, sachant que le Covid a bousculé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et au niveau des fournisseurs, les retards, la crise, elle touche tout le monde. Et encore plus cette année. Donc, il y a ça aussi à gérer. Les actions, il y a les actions de parents d'élèves.
à préparer. Il y a donc la gestion donc de ce Covid. Donc là, on attend aussi de voir la rectrice pour voir ce qu'elle propose. On attend aussi de se concerter avec les autres fédérations de parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, il faut faire front commun. Il s'agit de mettre de côté nos différences pour pouvoir donc défendre nos enfants par rapport donc à leur santé, par rapport à cette scolarité. Et donc moi, je vais aussi proposer aux autres fédérations que l'on se réunisse également pour décider d'actions communes. Je vais sourire. Pas plus de 10 personnes en tout cas. Pas plus de 10 personnes. On le fera en visio. Mais on ne sera pas plus de 10. Parce que c'est ça aussi, parce que réunir tout le monde, il faudra quand même trouver le cadre, trouver l'occasion de se concerter avec le plus grand nombre de personnes. Bien sûr, la dernière réunion avec la rectrice s'est faite en visio. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir se rencontrer à distance. D'accord. Bah, écoutez, on va suivre ça avec vous. On verra un petit peu ce que ça donne au niveau des échanges et est-ce qu'il y a un consensus à votre niveau pour voir ce qu'on peut faire pour les enfants de la Réunion. Merci. Merci. En tout cas, Daniel Amouni, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes le président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves de la Réunion. Nous, on va regarder un reportage qui parle de la croche. Donc, on va écouter son président, Erno Yaffar. Comment on définit le moringo? La passion, après le respect, la discipline, et ensuite il faut nous savoir vers la transmission. Quoi, Nana, dans le meringue, qui intéresse à vous, qui est important pour vous? Mais au départ, quand on a commencé, c'était plus le côté musical. Donc la musique, tout ce qui est les tambours et maloya. Mais là, maintenant, à force de le faire, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui demande maman, il doit apprendre ça et après il doit communiquer. Quand on parle d'histoire, à quel moment on a découvert que les esclaves utilisaient le meringue pour tenir dans l'esclavage, pour vivre l'esclavage et pour continuer à apprendre à lutter de toute façon? 94, comme il rencontre le meringue, c'est là que je découvre aussi tout ce qu'il y a autour du meringue. On parle du meringue, mais comment il a fait pour arriver ici, qui ça te pratique ça. Et voilà, donc là on a découvert vraiment le côté ancestral. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive à vous à pratiquer le meringue? Aujourd'hui, dans la pratique, là, je ne fais plus trop la pratique. Là, en ce moment, c'est que j'enseigne le meringue. Donc là, j'initie le mamaï. Et donc c'est ça le vrai valeur là. Donc c'est dans la transmission. Donc le côté pratique, donc là mettre ça un petit peu de côté. Là c'est la transmission, l'initiation, faire découvrir le mamaï, que ça a quand même l'identité et la tradition, comme le meringue, parce qu'il n'est pas le seul, mais comme moi, cette discipline mi véhicule. Donc c'est l'apprentissage. Le rite, les règles, le gestuel, quoi ça y apporte dans l'éducation, quoi ça y apporte dans la construction de l'individu? Donc l'écoute, d'abord il y a l'écoute, après il y a l'épanouissement de soi-même, l'épanouissement des autres autour. Donc quand on fait découvrir, il y a un tambour, il y a un djembé, tout cela à jouer, il y a un rythme à respecter. Il y a le sens de faire commencer donc l'appel, la variation, après l'appel pour terminer. Et après tout ce côté combat, il y a vraiment une codification
Donc tout cela il amène que nous sommes dans un cercle, dans un rond, que là-dedans il y a un respect. Le respect de soi-même, après le respect de son camarade, après le respect de l'entraîneur, ça tire en scène à haut. Et nous restons toujours dans le jeu Morin, parce que si nous parlons du Morin loin avec les anciens, nous connaissons le combat, il est vraiment, on va dire, violent, mais il reste toujours dans un respect. Mais là aujourd'hui, on utilise ça pour l'éducation. Donc le côté de donner un code, le combat aura toujours nous sommes tous, même s'il y a un contact, c'est nous sommes tous, pas là pour faire mal à son camarade. Donc c'est reste dans le jeu, comme Gramont t'a dit, à nos jeux Morin. Concentration, discipline, rigueur, c'est des valeurs qui sont importantes dans l'éducation. Voilà. Dans tout ça, il y a une hygiène de vie. Donc là, nous sommes dans un cours, donc il y a tout ce qui est l'enseignant, le professeur dit. Donc là, la rigueur, il faut être là. Si l'heure doit commencer, l'heure doit terminer. Et d'être toujours présent à l'entraînement, parce que maintenant on a des tournois, des compétitions de Morin. Donc là, il demande beaucoup à que ce soit l'athlète. Donc on a une bonne hygiène de vie pour arriver à tenir dans le rond pendant les combats. Sur les valeurs aujourd'hui, alors, quoi le Morin apporte comme valeur aux Réunionnais qui découvrent le Morin ou qui vivent avec le Morin? La valorisation, l'identité. L'identité de dire, Morin c'est à la Réunion ça. C'est Réunionnais, c'est que les anciens ont laissé pour nous. Donc là, quand on arrive là-dedans, donc on a une monnaie d'essence, c'est-à-dire que quand on va au dehors, là où ça parle du Morin. Les autres qui viennent ici aussi montent en zone de Morin. De dire que ça c'est l'identité de la Réunion, ça. L'identité de la Réunion qui est reconnue par l'État. C'est-à-dire le ministère de la Jeunesse, de Sport et Culture, il est entre les deux. Donc ça, pour nous les fiers de ça. On est fiers de ça, c'est que bon grave laisse pour nous. Donc quand nous ça va exporter ali, donc là nous avons vraiment nous les fiers, nous avons une valeur quand même que c'est une histoire, mais aussi une identité de la Réunion. C'est un sport de la Réunion, typique de la Réunion. Après aussi il a ses frères, ses cousins, dans le sang indien, dans les Caraïbes, tout ça. Mais au moins que nous avons le Morin. Comment vous voudrez que le Réunionnais, dans son ensemble, tous les Réunionnais, ils regardent le Morin aujourd'hui, et comment vous voudrez que la transmission se poursuit? Tout cela va dépendre aussi un peu des instances, des collectivités, de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire pour emmener loin, c'est-à-dire dans les écoles, les établissements scolaires. Et après aussi, nous pouvons trouver loin dans la formation. Et si nous adoptons ça, il faut que bonne maman là aussi, après il grandit bien là-dedans. Après, la professionnalisation, c'est ça qui nous attend aussi un peu, la professionnalisation. Donc le Morin est là depuis 1993. La reconnaissance même du Morin et la renaissance, c'est depuis 1993 que le Morin, que les gens ils voient le Morin. Ils revoient et dans le paysage rayonné. Mais là, ce qui nous attend, c'est les instances. Parce que il y a l'amour, il y a la passion, mais après nous connaissons que ça, après il ne suffit pas ça. Il ne suffit pas parce que en tant que père de famille, à un moment donné, il faut savoir manger, il faut marmaille, il faut linge, il faut tout ça là. Donc si la passion pour jouer, faire du spectacle, tout ça là, mais à un moment donné, nous ça ne perdure pas. Mais la professionnalisation, c'est nous dit que nous avons identité Morin, Lacrosse, Maloya. Donc il faut que madame maintenant, c'est à zone maintenant dans le, comme dit créole, c'est à zone dans les affaires dans la main maintenant. Donc à nous avec la passion, nous va toujours maintenir. Avec l'amour, nous va maintenir la tradition. Il reste toujours un noyau. Le noyau, c'est que papa est fait, les enfants est fait, tout ça là. Et après, nous avons beaucoup d'écoles sur la Réunion. Comme nous avons Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Pierre. Donc, nous avons toujours, c'est-à-dire que les responsables, donc ils sont là pour perdurer les entraînements, tout ça. Mais maintenant, c'est la professionnalisation. Parce que nous avons la transmission, les faits, la préservation. Donc, en faisant, nous va préserver, tant que nous faisons, nous va préserver. Mais là, il manque à nous la professionnalisation. Donc, là, il y a eu des diplômes, on a des diplômes, on a des formations, on a des en BAPAT, à la tradition populaire, on a le BPZ, on a le brevet fédéral. Donc maintenant, c'est les instances de tenir vraiment ce qui dit la culture, mais aussi le sport. Donc nous avons une identité en tant que sport, et sport régional en ce moment.